En 1867, dans une Varsovie occupée par l'Empire russe, naît Maria Sklodowska. Son père est professeur de mathématiques et de physique. Sa mère dirige un pensionnat de jeunes filles, l'un des rares établissements polonais autorisés par les autorités tsaristes. C'est une famille où l'intelligence est sacrée, où les livres comptent plus que l'argent. Mais la Pologne du XIXe siècle ne laisse guère de place aux rêves. La Russie interdit l'enseignement du polonais, la pratique des traditions nationales, et surtout, l'accès des femmes aux universités. Pour une fille curieuse et brillante, il n'y a qu'une issue, l'exil. Avant de partir, Maria traverse des épreuves qui forgeront sa résilience. À 12 ans, elle perd sa sœur Zofia, emportée par le typhus. À 16 ans, c'est sa mère qui meurt, consumée par la tuberculose. Le deuil la transforme. Elle se jette dans les études avec une intensité qui ressemble à une forme de survie, une manière de donner un sens au chaos quand tout ce qu'on aime disparaît. Pendant 6 ans, elle travaille comme gouvernante dans les campagnes polonaises, économisant kopek par kopek, envoyant chaque sou à sa sœur Bronislava pour qu'elle fasse médecine à Paris. Le deal est simple, quand Bronislava aura terminé ses études, elle aidera Maria à venir. En 1891, la promesse est tenue. Maria monte dans un train direction Paris. Elle porte une robe trop fine pour l'hiver, quelques francs en poche, et dans la tête, tout. Le monde la connaîtra sous un autre nom, mais en ce jour de voyage, elle n'est personne. Juste une fille de Varsovie qui veut comprendre pourquoi certains éléments brillent dans le noir. Maria arrive à la Sorbonne. Elle mange si peu qu'elle s'évanouit en cours. Elle vit dans un appartement glacial du quartier latin, si froid que l'eau gèle dans la cruche la nuit. Elle étudie 14 heures par jour. En 2 ans, elle obtient une licence de physique. L'année suivante, une licence de mathématiques. Première de sa classe. À chaque fois. C'est là qu'elle rencontre Pierre Curie. Pierre est un physicien brillant, déjà célèbre pour ses travaux sur le magnétisme et la symétrie cristalline. Quand on lui présente Maria, il ne voit pas une étudiante, il voit un esprit aussi obsessionnel que le sien, une femme qui pense comme lui pense, sans relâche, sans concession. Il lui écrit une lettre qui est peut-être la plus belle déclaration d'amour scientifique jamais rédigée. Il serait beau pourtant de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisés par nos rêves. Elle accepte. Le 26 juillet 1895, il se marie sans robe blanche ni réception fastueuse. 2 vélos en cadeau. Lune de miel à travers la campagne française, les chemins de traverse, les auberges de village. 2 corps et un même esprit, lancés vers l'inconnu. En 1896, le physicien Henri Becquerel fait une découverte intrigante. Certains sels d'uranium impressionnent des plaques photographiques sans avoir été exposés à la lumière. Un rayonnement spontané, inexpliqué. La communauté scientifique s'en désintéresse vite. Pas Maria. Elle décide d'en faire le sujet de sa thèse, un choix apparemment anodin qui va pourtant changer l'histoire humaine. Travaillant dans un hangar humide de l'école de physique, un local qui sert normalement à stocker du matériel médical, elle mesure méthodiquement le rayonnement de chaque élément connu, échantillon par échantillon, heure après heure. Son instrument, un électromètre conçu par Pierre et son frère Jacques. C'est un travail d'une précision monastique. Et c'est dans cette patience que la découverte se niche. Elle remarque que la pèche blande, un minerai d'uranium brut, émet beaucoup plus de rayonnement que l'uranium purifié. L'explication ne peut en être qu'une. Il existe dans le minerai un ou plusieurs éléments inconnus, infiniment plus actifs que l'uranium lui-même. C'est une intuition de génie, et elle va demander 4 années de labeur insensé pour la prouver. Pierre abandonne ses propres recherches pour la rejoindre. Ensemble, ils passent 4 ans à traiter des tonnes de minerais dans des conditions misérables. Maria remue des chaudières bouillantes de pêche blande, évapore des solutions, filtre des précipités, manipulant quotidiennement des substances dont elle ne mesure pas le danger. Ses doigts sont brûlés, craquelés, douloureux. Ses vêtements, ses cahiers, ses ustensiles, tout brille dans le noir d'une lueur bleutée fantasmagorique. Elle ne dort pas assez, elle mange à peine, mais chaque jour, elle est un peu plus proche. En juillet 1898, l'annonce tombe. Ils ont découvert un nouvel élément. Maria le nomme polonium, pour la Pologne. Son pays natal, rayé de la carte par l'Empire russe depuis plus d'1 siècle, n'existe sur aucune carte politique, mais il existe désormais dans la table périodique des éléments, gravé dans la science pour l'éternité. 6 mots plus tard, un 2e élément, le radium, un mot qui vient du latin radius, rayon. Un mot qui va devenir synonyme de pouvoir, d'espoir et de destruction. Il reste à prouver que le radium existe réellement.
La communauté scientifique exige un échantillon purifié, une masse mesurable. Myrie passe encore 3 ans à purifier une quantité infime de chlorure de radium. En 1902, elle obtient 1/10 de gramme de radium pur. Elle détermine son poids atomique. Elle photographie sa lueur bleutée. La preuve est faite. En 1903, Myrie soutient sa thèse devant un jury médusé. Le verdict est sans appel. La plus grande découverte scientifique jamais faite à partir d'un travail de thèse. En 1903, le Nobel de physique est attribué à Henri Becquerel et Pierre Curie. Le comité avait oublié Marie. Ce n'est qu'après l'intervention indignée de Pierre qui refuse le prix sans elle que son nom est ajouté à la liste. Le 10 décembre 1903, Marie Curie devient la première femme à recevoir un Nobel. Elle a 36 ans. L'histoire ne fait que commencer. Le 19 avril 1906, un jour de pluie, Pierre marche dans une rue de Paris. Un attelage de chevaux lourdement chargés dérape sur les pavés mouillés. Pierre glisse sous les roues, le passage lui broie le crâne. Il meurt instantanément. Marie apprend la nouvelle par un mot laissé sur son bureau à la Sorbonne. Pierre est mort. 3 mots. Pas de contexte, pas de consolation. Le monde entier s'écroule dans le silence d'un papier plié en deux. Elle reste des semaines dans un état second, murée dans le chagrin. Puis elle écrit une phrase qui glace. Il est parti. Je ne suis plus rien. Mais elle est tout. Elle refuse la pension qu'on lui propose et demande la chaire de physique de Pierre. La Sorbonne hésite. Jamais une femme n'a occupé une telle position. Elle accepte finalement. Le 5 novembre 1906, Marie Curie entre dans l'amphithéâtre de la Sorbonne pour sa première leçon. Elle commence exactement là où Pierre l'avait interrompue. Pas un mot sur sa mort, pas un mot sur elle-même. Première phrase, quand on considère les progrès accomplis depuis la découverte du rayonnement, juste la science. Les étudiants sont silencieux, certains pleurent. En 1911, elle reçoit un second Nobel, cette fois en chimie, pour la découverte du radium et du polonium et l'isolement de radium pur. Elle est la première personne, homme ou femme, à recevoir 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes. Ce record restera inégalé pendant plus de 80 années. Mais cette année-là est aussi celle du scandale. Des lettres privées entre Marie et le physicien Paul Langevin sont volées et publiées dans la presse. Une liaison extramurale. Le monde entier s'acharne avec une violence inouïe. On la traite de polonaise dépravée, de briseuse de ménage, de juive, alors qu'elle ne l'est même pas. Des émeutiers lancent des pierres sur ses fenêtres. On demande qu'elle quitte la France à jamais. Le comité Nobel lui envoie une lettre, suggérant discrètement de ne pas venir chercher son prix à Stockholm. Elle répond, digne et tranchante, « Le prix a été attribué pour la découverte du radium et du polonium. Je crois qu'il n'y a aucun rapport entre mon travail scientifique et les faits de ma vie privée. » Elle monte dans le train pour Stockholm. Elle y va quand même. Quand éclate la Première Guerre mondiale, Marie comprend immédiatement que les chirurgiens de terrain ne peuvent pas localiser les éclats d'obus sans radiographie. Chaque minute perdue à évacuer un blessé vers l'arrière est une vie qui s'éteint. En quelques mois, elle conçoit des unités mobiles de radiographie, des camionnettes équipées de tubes à rayons X, de dynamos et d'un écran de visualisation. On les appelle les petites Curie. Elle apprend à conduire, elle apprend l'anatomie, elle apprend à réparer les générateurs diesel qui alimentent les installations. Elle forme des dizaines de femmes, techniciennes et infirmières, à utiliser ces machines complexes. Et surtout, elle conduit elle-même ces unités sur le front, sous le feu, dans la boue des tranchées de Picardie et de Verdun. Pendant la guerre, les petites Curie examinent plus d'1 million de soldats blessés. 1 million de vies dont le destin a basculé grâce à une femme qui n'avait même pas le droit de vote. Marie continue de travailler avec le radium toute sa vie. Elle transporte des tubes dans ses poches, garde des échantillons sur son bureau, admire leur lueur bleutée dans la nuit comme d'autres contemplent des étoiles. Elle ne porte aucune protection. Personne ne porte de protection. Les dangers des radiations ne sont pas encore compris. Ces carnets de laboratoire sont tellement irradiés qu'ils sont encore aujourd'hui stockés dans des boîtes de plomb à la Bibliothèque nationale de France. Pour les consulter, il faut signer une décharge et porter un équipement de protection complet. Le 4 juillet 1934, Marie Curie meurt à Passy, dans les Alpes françaises. Diagnostic, anémie aplasique. Sa moelle osseuse a cessé de fonctionner. Des décennies d'exposition aux radiations ont détruit son corps de l'intérieur, cellule par cellule, avec une lenteur méthodique qui ressemble à la cruauté d'une ironie scientifique. Elle a 66 ans. On l'enterre aux côtés de Pierre, dans le cimetière de Sceaux. En 1995, leurs cendres sont transférées ensemble au Panthéon. Marie Curie est la première femme à y être inhumée pour ses propres mérites. La Pologne et la France se partagent sa mémoire. Le monde entier réclame son héritage.
Son héritage est immense, 2 éléments dans la table périodique, 2 Nobel, des millions de vies sauvées par la radiothérapie contre le cancer et la radiographie qui révolutionne la médecine. Sa fille Irène et son gendre Frédéric reçoivent le Nobel de chimie en 1935. La famille Curie totalise 5 prix Nobel. Avant Marie Curie, le monde scientifique considérait les femmes comme incapables de recherche originale. Après Marie Curie, cette idée est devenue indéfendable. Marie Curie appartient à cette lignée rare de ceux qui donnent tout, jusqu'à leur propre corps, pour que la connaissance avance. Elle savait que le radium la tuait. Elle a continué quand même. Pas par inconscience, mais par conviction. Certaines découvertes valent qu'on se sacrifie pour elles. Et peut-être que c'est ça la vraie grandeur scientifique, ne jamais séparer l'intelligence du courage. Tu es sur Destins épiques. Ici, on raconte les vies qui ont changé le cours des choses, souvent au prix de tout le reste. Si tu veux d'autres récits comme celui-ci, abonne-toi et active la cloche. Et en commentaire, dis-moi quelle découverte de Marie Curie t'a le plus impressionné ou quel autre scientifique mérite selon toi d'être enfin mis en lumière.